Ok, non, je suis en live là. Putain, les gars, j'étais en train de dire, allez, c'est dur le matin là. Mais pour l'instant, pour moi, les gars, depuis ce lundi matin, c'est une semaine de merde. Hein. Clairement, c'est une journée de merde, c'est une semaine de merde qui commence pour moi. Donc, donnez-moi un peu de force, donnez-moi un petit peu de bonne humeur, de patate dès le matin là. Du coup, aujourd'hui, pour vous dire un petit peu, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans cette émission? On va tout simplement commencer par la semaine du Bitcoin. On va pas faire les pépites, ni le chiffre, et ni l'analyse. Parce que je pense que ça, en fait, je vais modifier un petit peu l'émission du coup. Je pense que je vais remodifier un petit peu le menu des épisodes de Crypto Matin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise moins et des choses que j'ai remarqué qu'en fait n'étaient pas applicables à mon live en fait. Il faisait un petit peu doublon avec les lives de CF, etc. D'autant plus qu'il vous a fait un live hier soir. Ici, je préfère qu'on parle fondamental et qu'on discute un petit peu ensemble du sentiment de la semaine, etc. Et je trouve que ça sera beaucoup plus sympa. Je vous ai fait un petit sondage, du coup, il n'y a pas tout le monde qui a pu voter, c'est dommage. Et la plupart des personnes sont neutres et je suis un peu d'accord avec vous. Voilà, à voir cette semaine comment ça va se passer. Moi, j'espère que ça va être boulin, en tout cas. À court terme, je sais pas, mais à long terme, dans tous les cas, moi je suis encore dans le bull run et tout, ça va très bien se passer, je pense, durant les prochains mois. Et j'ai vu que Slashcoin, un autre youtubeur où Crypto Future, Mathéo s'inspire beaucoup, a fait une vidéo justement où il parlait des cercles de Fibo, etc. Et pour lui, il voit un top à 200-210 000 en avril 2021. C'est possible, mais en tout cas, depuis quelques mois, depuis au moins le mois de mai, on voit pas une ascension fulgurante des crypto-monnaies. Enfin, je vois pas une énorme démocratisation. J'ai l'impression que les personnes qui sont là aujourd'hui sont les mêmes qui étaient là en mai. Alors que pour qu'il y ait une accélération de fou, il faut qu'il y ait une énorme démocratisation des cryptos, ou alors qu'il y ait beaucoup de monde qui rentre sur le marché d'un seul coup. Et ça, on verra. Oui, j'ai dit 2021, c'est 2022, pardon. Donc voilà, ça on verra. On verra comment ça va se passer. En 2021, non, je pense que c'est impossible de voir les 200 000, c'est impossible. Même les 100 000, bah non, c'est compliqué, là, on est presque mi-décembre. On est à 45 000, c'est presque impossible. Ou alors c'est vraiment que va y avoir une énorme news et que d'un seul coup, il y a, je sais pas moi, des centaines d'influenceurs qui ont parlé des cryptos et qui vont dire d'investir dans les cryptos. Et encore, je suis même pas sûr qu'on peut atteindre les 100 000 grâce à ça. On peut passer maintenant sur la semaine du Bitcoin. Ce que je voulais vous montrer du coup cette semaine, qu'est-ce qu'on avait fait cette semaine? Alors en weekly, on va commencer en weekly et puis on va diminuer les time frames petit à petit. Alors en weekly, qu'est-ce qu'on a fait? Alors hier soir, je me suis dit, quand on a fait cette clôture ici, je me suis dit, on a trouvé un bottom, ça fait 3 semaines qu'on est dans le rouge, enfin ouais, qu'on est dans le rouge, alors que ça faisait depuis mai je crois, même plus, hein. Ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'on avait fait 3 semaines de rouge sur Bitcoin. J'ai essayé de retrouver ça, bah voilà, ça faisait depuis juin 2020 qu'on n'avait pas trouvé. Ça faisait plus de 1 an et demi qu'on n'avait pas trouvé 3 semaines dans le rouge sur Bitcoin. Donc voilà, je me suis dit, bon, à ce moment-là, on fait une semaine blanche, on a quand même trouvé un bottom. Je me suis dit ça, tu vois, genre, instinctivement, on voyait ça, on voyait une semaine blanche comme ça, enfin, semaine verte pour ceux qui préfèrent. Je me suis dit que ça allait être mieux. Et ben en fait, non. Là derrière, on replonge. C'est peut-être encore une fois pour faire peur, je sais pas exactement. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a clôturé au-dessus de la trend long terme. Voilà. Donc ça, c'est la trend long terme, vous voyez, celle qui a touché au niveau du bottom du Corona et tout, et au début du bull run. Voilà, là, il y a le Corona, donc c'était en mars 2020. Là, c'est pour... à partir de ce moment-là, quand elle a touché, hop, c'est remonté. Ici, quand on a fait le bottom et tout, ça a touché aussi, ça a méché ici. Ici, on n'est pas revenu la chercher, mais on a rebondi sur le ruban. Et là, on revient la chercher, justement. Et on a clôturé, justement, bien au-dessus de la trend long terme. C'est plutôt positif. Mais il faudrait que cette semaine, on ait beaucoup de volume. Donc, c'est-à-dire des grandes différences. Enfin, soit une grosse hausse, soit une grosse baisse avec une grosse hausse, ou voilà. Et par contre, si on a un beau volume, genre qui fait ça à la fin de la semaine, on verra la semaine prochaine si j'ai raison, faites-moi y penser. Si on a un beau volume la semaine prochaine, on pourrait avoir justement des volumes ascendants. Et même si on plonge un petit peu, au moins on aurait des volumes ascendants, ce qui pourrait prédire une potentielle prochaine hausse, ou du moins une stabilisation. Et si on a une semaine blanche cette semaine, genre par exemple, imaginons on revient à 55 000 $ en fin de semaine, et qu'on fait énormément de volume, genre c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges, etc. Là, ça va être très positif pour la suite parce que on aura fait une stabilisation, limite une baisse avec des volumes. Regardez, là, la baisse en fait, elle est comme ça, et les volumes ils sont ascendants. Donc ce qui fait qu'on aura fait une baisse avec quand même des volumes ascendants. Et les volumes ascendants, je vous rappelle, comme CF le disait, il a jamais vu une tendance haussière repartir sans volume. Donc c'est une limite le plus important. Alors normalement, en bull run, je crois qu'on n'avait jamais croisé le MACD en weekly. Et là, le fait qu'on le croise, c'est pas très très bon. Hein. Et j'avais même pas remarqué ça, les gars. J'avais même pas remarqué que le MACD, on l'avait croisé. Parce que la dernière fois qu'on a croisé le MACD en weekly, on a quand même fait une grosse chute. Bon, là, on a fait une grosse chute et je sais pas. Soit ça va se retourner cette semaine et on va repartir à la hausse. Parce que généralement, quand les volumes sont blancs, c'est qu'on commence à se retourner, vous voyez. Ici, les volumes sont roses à peu près. Et c'est à ce moment-là où, bon, on s'est pas retourné, mais on commençait à peu près ici, vous voyez. Ici, on commençait déjà à repartir à la hausse. Donc en gros, pendant 5 semaines, même le MACD était rouge encore. Et pas encore cross bullish. Et ben on commençait déjà à repartir. Donc à voir comment ça se passe. En gros, on fait ça.
un petit W. Là, je me suis dit, bon, on va peut-être repartir. Enfin, voilà quoi. En plus, on clôture au-dessus de la trend, de la trend long terme. Je me dis, on fait un W et puis on repart. En l'occurrence, c'est pas ce qu'on fait ce matin. Mais bon, ça, c'est à court terme. Il nous reste encore 7 jours. 1, 2, 3, 4. Ouais, bref, je vais pas vous faire toutes les mèches, mais en gros, il nous reste 7 jours. Et peut-être qu'à la fin, bah, soit on va suivre la trend long terme, soit on va rester un petit peu dans un range encore. S'extraire au niveau de la hausse, faire un pullback et repartir. Mais ça, c'est pas tout de suite. Par contre, là, j'ai remarqué un truc, c'est un beau W, justement, en daily sur le RSI, sur les 30. Et les 30, vous voyez que c'est une zone qu'on est revenu chercher la dernière fois, juste ici. Magic War qui me demandait qu'est-ce que j'en pense de la divergence baissière en weekly. Je vais voir ça. Alors, le RSI. Oh, bien vu. Très, très bien vu. Alors, je crois que j'avais déjà vu celle-là. Donc, vous voyez, là, ici, on monte. Et là, on descend, qui est carrément baissier, hein. Là on pourrait se prendre un gros crash. Bon, on est en sursis clairement, je me dis qu'on est en sursis, parce qu'en fait là, si on break, en fait voilà, c'est ça. Si on break ce pattern, ici là, si on break ça comme ça à la hausse, donc si on vient, qu'on remonte ici, qu'on remonte limite en haut et qu'on le break à la hausse, il y a moyen qu'on puisse se sortir de ce pattern, de cette figure. En revanche là, c'est très mauvais, hein. En plus là on fait un M et tout, c'est très mauvais. Moi je l'avais vu, je crois que je l'avais vu ici à peu près, mais ça faisait pas encore une divergence baissière, ici. Parce que justement, on était en train de baisser à ce niveau-là. Vous voyez, les deux pics, ils baissent, et là, RSI, c'est pareil, il baisse. En fait, le fait qu'on soit remonté en haut, au niveau du RSI, si on voulait ne pas avoir de divergence baissière, on aurait dû faire un truc comme ça. Mais imaginez si on est arrivé à 96. On serait redescendu, et là, la plupart des gens auraient dit, c'est la fin du bull run, parce qu'on aurait fait un énorme M, on aurait fait un truc comme ça. Donc là, je me dis, j'ai pas envie de me persuader que c'est bon, hein, parce que c'est très mauvais d'avoir un truc comme ça, surtout aussi gros, tu vois. Donc au début, je me suis dit, c'est peut-être parce que ça va être à la fin du bull run. Peut-être qu'on arrivera vers la fin du bull run, et que ça annoncera justement la divergence baissière qui nous fera baisser. Mais là, j'avoue qu'elle est tellement grosse, genre c'est impressionnant. Moi, je pense qu'on est en sursis, et dans tous les cas, on va se prendre un gros crash un jour, mais je ne sais pas quand. On verra bien. Graphique VETH, pourquoi j'ai mis ça là? Ah oui, c'était les points de revente aussi, je me suis... Alors, le graphique VETH, donc là, c'est VETH contre TH, c'est-à-dire que c'est la crypto-monnaie VETH contre la crypto-monnaie Ethereum. Vous voyez juste en haut ici, pour les personnes qui viennent d'arriver et tout. Alors en fait, en gros, ce que vous voyez, c'est le prix du VETH en fonction d'un Ethereum. Donc là, par exemple, quand on était ici, un VETH, donc un token VETH, est égal à 0,0001895 ETH. Donc voilà, et quand on remonte, on est à 0, bon, je vais pas tous vous les faire, mais bref, vous avez compris. Plus c'est bas, plus c'est intéressant d'acheter du VETH, et de revendre ses ETH du coup. Ce qui fait que sur ce graphique, VETH a perdu de la valeur face à ETH, et c'est pour ça que le graphique est descendu d'ailleurs. Et donc, comme vous le voyez, le graphique il est très bon, il est très intéressant, parce que quand on arrive dans cette zone, et ben ça repète, hop, cette zone, ça repète, en pic, et ça redescend. Ça arrive, ça redescend, ça arrive, ça redescend. Alors, bon, il y a un pattern, mais le pattern, au bout d'un moment, il se casse, mais là, c'est potentiellement bon pour réinvestir sur VETH. Donc moi je sais que j'ai racheté un petit peu de VETH ici, ça stabilise, pardon, ce qui est plutôt bon, et on pourrait faire comme ici à peu près, c'est-à-dire une stabilisation pendant quelques semaines, et ensuite repartir à la hausse. Et ce que j'en pense, c'est que ce pattern est très beau, mais il peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Par exemple, là je me dis, ça se trouve, on aurait pu faire simplement un range et continuer à ranger. Mais étant donné que le TH a superformé, tac, voilà, mais ça n'a en aucun rapport avec le VETH. Donc je me dis, il y a c'est possible qu'on range ici, comme on aurait pu le faire ici en fait. Donc voilà. Parce que vous voyez que le pattern avant il était bien propre, tac, tac, et encore ici il était pas très propre, genre il s'est un peu adouci, et là c'est limite s'il nous a pas fait un truc comme ça. Et donc dans le futur, j'ai l'impression que ça peut faire un truc un peu plus comme ça. Et à terme, peut-être juste faire un truc comme ça. Et au final, que ça fasse simplement des vagues, sinusoïdales, j'ai envie de dire, genre en gros, que ça fasse un truc, tac, comme ça, quoi. Et donc que ça fasse un espèce de range au fur et à mesure. Après, je dis pas, hein, peut-être que VETH va complètement exploser, va devenir une référence dans... parce que je vous rappelle aussi que le VETH, c'est quelque chose qui permet de la traçabilité des produits et tout, et ils ont pas mal de partenariats, notamment avec Louis Vuitton, etc., Dior, je crois aussi, pour la traçabilité justement des produits. Et on va tout simplement maintenant passer sur les news. Alors les news, bah, c'est un petit peu le tour un petit peu de tout ce qu'on peut trouver durant la semaine sur les crypto-monnaies. Donc là, j'essaye maintenant dans les lives de mettre un petit peu des deux. Donc là, je prends une news de Cryptost et une news de Journal du Coin, parce que si on prend que d'une seule entité, je trouve pas que ça soit très positif. C'est bien de varier un petit peu aussi, pas les contenus, mais je veux dire les sources. Et donc le fait de prendre une de Cryptost et une de Journal du Coin, c'est pas mal. On a eu une MNBC qui s'est créée entre la France et la Suisse, qui va s'appeler le Jura. Voilà, en référence justement à la région que la Suisse et la France se partagent. Alors, moi, faut savoir que je suis un grand fan de la Suisse. J'ai de la famille en Suisse, etc. Enfin voilà, je kiffe. Et ce projet, franchement, ça me hype de fou.
vraiment. Non pas simplement parce que bah, je vais pouvoir potentiellement utiliser ce projet assez rapidement, enfin, déjà d'une part si, mais pas seulement, c'est parce qu'aussi ça montre que bah, déjà il y a une collaboration entre la France et la Suisse, ce qui est vraiment cool, et en plus c'est une MNBC, donc c'est pas simplement une petite monnaie que des petits commerçants lancent ou quoi que ce soit, c'est vraiment une MNBC. Pour ce projet, l'expérience s'est déroulée avec 2 MNBC, une était adossée à l'euro, l'autre au franc suisse. Des échanges ont alors été effectués entre les 2 MNBC pour des paiements dits de gros, c'est-à-dire entre institutions financières et bancaires. En l'espèce, il s'agissait d'une banque de banques françaises et suisses. D'accord, ok. Donc en gros, il y a eu des transferts entre des banques françaises et des banques suisses, jurassiennes je pense, parce que le Jura suisse, il y a le Jura français. Mais c'est trop bien, je suis grave hypé par ça, et ça me fait... mais je pense, une MNBC du coup, ça sera adossé soit au franc suisse, soit à l'euro. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont se démerder. Sur Sylvie Goulard, seconde du gouvernement de l'institution, Jura démontre que la MNBC de gros peut optimiser les règlements transfrontaliers et impliquant plusieurs monnaies. Voilà, c'est ça. Réduire considérablement le coût des transactions transfrontalières. Parce qu'en fait, quand vous faites des virements, alors ça je savais pas parce que je suis pas multimillionnaire, multimilliardaire, quand vous faites des transactions dans une banque de plusieurs milliards, ça coûte extrêmement cher apparemment. Et le fait de passer par des cryptos apparemment, ça réduit le coût énormément. Donc sûrement que le fait de passer par des MNBC, etc., c'est beaucoup mieux. Je n'en doute pas en tout. Et j'ai hâte de voir ce que la BCE va nous pondre comme crypto-monnaie. Comme MNBC justement au niveau euro, notre crypto-euro tant attendu depuis extrêmement longtemps. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous pondre parce que je suis un peu sceptique. J'espère qu'elle va demander son avis aux personnes qui sont dans la blockchain et pas seulement aux personnes qui sont au niveau des banques. Parce que si on demande à un charcutier de faire du pain, je pense que ça va pas ressembler à grand chose. Et si on demande à un boulanger de faire de la charcuterie, je pense que ça va pas ressembler à grand chose non plus. Et la deuxième news du coup, c'est Ledger qui lance sa carte de Crypto Life et présente le Nano S Plus. Alors le Nano S Plus, j'ai pas vu ce que c'était. En revanche, la crypto card, ça c'est intéressant. Vous pouvez avoir des crypto-monnaies sur votre Ledger et avoir une carte qui va faire en sorte qu'il va pas passer par des réseaux bancaires ou quoi, ça va passer par le réseau Visa. Et qui va simplement prendre vos cryptos de votre ledger directement, va les dépenser. Donc là, je voulais vous poser une question. Voilà, c'est un peu le fonctionnement. On va pas lire toutes les news, etc. Enfin voilà. En tout cas, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous avez votre hardware wallet, votre clé là, ledger, tac. Vous avez votre compte, c'est un cold wallet. Donc ça veut dire que c'est pas des fonds qui sont chauds. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet pour accéder à vos fonds. Vous pouvez le faire tout à fait hors connexion. Par contre, vous pouvez dépenser vos crypto-monnaies chez vos commerçants, si ces commerçants acceptent les crypto-monnaies, bien évidemment. Je crois pas que sur une Ledger, vous pouvez avoir des euros. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, à la base, normalement, vos fonds sont dans une banque. Vous ne possédez pas votre argent, c'est dans des banques, c'est des banques qui vous disent, voilà, vous avez 30 € sur votre compte, vous pouvez les dépenser, etc. avec votre carte de crédit, mais c'est pas vous qui avez vos fonds. Or là, c'est vous qui avez vos fonds, vous les avez sur votre ledger, etc. C'est sur un cold wallet, donc c'est vous, c'est sécurisé. Je vous expliquerai aussi une manière de bien sécuriser son wallet et tout, son ledger, c'est très positif. Et ce qui est une manière qui serait une manière très très bonne de sécuriser ses propres fonds, je vous expliquerai un petit tip, c'est tout, mais bon, ça c'est pour les personnes, c'est pour les gens qui sont vraiment hardcore protecteurs de leur monnaie. Mais en gros, ce qui est positif, c'est que bah voilà, vous possédez vos fonds, ils sont limite chez vous, entre guillemets, ils sont pas dans une banque, quoi, ils sont chez vous, et vous les dépensez où vous voulez. On va passer du coup sur la question. Alors la question, je voulais vous en parler, donc payer en crypto dans combien de temps? 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. On peut déjà payer en pseudo-crypto, la conversion se fait instant. Sur Ledger, c'est plus subtil, ils te font un prêt, donc tu transfères pas en fiat. Alors moi je pense que le but de Ledger, bon après, je sais pas c'est quoi leur but, bon, leur but je pense c'est gagner de l'argent, comme toutes les entreprises forcément, mais pour moi les cartes bancaires aujourd'hui, en fait moi ce que je parle de payer en crypto, c'est pas transfert en fiat, parce que sinon tu payes les 30% de taxes, enfin, à moins que tu dépenses moins de 300 € avec ta carte tous les ans, mais sinon tu payes les 30% de taxes. Moi je parle vraiment de payer en crypto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conversion en euros ou quoi. Parce que pour moi, les conversions en euros, c'est pas forcément une solution viable à long terme. Alors, pour le moment, les gens ne savent pas tous ce qu'est les cryptos. Sans doute, à la fin du bull run, on commencera à en parler, mais s'il y a le crash, il y aura plus d'intérêt. Donc, dans 5 ans, pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi, il va falloir faire un gros travail de démocratisation, ça c'est sûr et certain, mais par contre, je pense que les PDG qui vont s'intéresser le plus rapidement aux crypto-monnaies vont pouvoir s'attirer une clientèle un peu plus grande et vont pouvoir être mieux vus d'une certaine manière. Pour moi, ça coûte rien quand tu es dans une entreprise
de dire bah tiens moi aujourd'hui j'accepte les crypto-monnaies dans mon entreprise, etc. Vous pouvez payer en crypto-monnaie dans mon entreprise. Je trouve que ça serait même plutôt positif parce que pour les personnes qui ne peuvent pas payer en crypto, bah elles vont payer, enfin les personnes qui ne connaissent pas les cryptos, elles vont continuer à payer en euros et tout. Et pour les personnes qui payent justement, qui veulent payer en crypto, changer leurs moyens de paiement, etc., elles vont pouvoir aussi le faire et donc ça va pouvoir amener une meilleure sympathie, je pense. Après la contrepartie, bien sûr on n'est pas trop con aussi dans les cryptos, on sait très bien que les cryptos c'est mal vu parce que beaucoup de personnes ne sont pas très bien renseignées, etc. Ils voient comme quoi c'est des arnaques, etc. Généralement, voilà, c'est pas très bien relayé par les médias, etc. Même si ça commence à changer petit à petit au fur et à mesure des années. Alors je suis dans la resto et je vais intégrer les cryptos dans mon projet, dans mon prochain projet. J'ai aussi trouvé le moyen d'intégrer les NFT. C'est magique ça, mec. DBZH. Je vais pas faire de, je vais pas faire de clichés, mais t'es sûrement breton, du coup. BZH 35. Voilà. Finistère, c'est ça 35. Il y en a sûrement d'autres bretons aussi dans le chat. Hein. Vous êtes 224 à mon avis. Il y a peut-être une petite dizaine de bretons dans le chat. T'es sûrement breton. T'as sûrement une crêperie. Et que t'intègres les NFT et tout, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Les NFT, aujourd'hui, c'est mal compris par la plupart des gens. Mais si tu peux mettre de Rennes... Ah non, c'est pas... Rennes, c'est Finistère, non? Je sais pas. Ah ouais, là, il y a tous les Bretons qui vont se ramener sur le chat, du coup. Big up à vous. Ouais, du coup, je disais, si t'as le moyen d'intégrer les NFT, c'est trop bien. Par exemple, imaginons une personne, un habitué, par exemple. Je sais pas, un travailleur qui vient, par exemple, tous les midis... qui te prend notre burger au barbecue. Ah, trop bien. Bah, lourd. Si tu fais de la pub pour ton burger, vas-y, j'accepte que tu fasses de la pub pour ton burger, du coup. Pour toutes les personnes qui regardent la rediffusion ou quoi, allez dans son burger à DBZH, il va le mettre dans le chat, normalement, vous verrez. Pour vous, un NFT, à quelle utilité IRL? Et bah, justement, imagine. DBZH35, il a son burger, barbecue. Il a des habitués, des travailleurs et tout, qui viennent tous les midis manger à son burger, presque tous les midis. Il va pouvoir faire en fait, grâce à la blockchain, il va pouvoir voir justement si la personne paye en crypto, il va pouvoir voir justement cette personne, ok, bah elle a payé en USDT, ça fait 40 fois cette adresse-là, qui paye avec cette adresse, et que cette adresse ça fait 40 fois. Au bout de 50 fois, il lui passe un NFT comme quoi c'est un des meilleurs clients, tu vois, de son burger par exemple. Et du coup, par derrière, il va pouvoir faire par exemple, si toutes les personnes qui ont ce NFT, ils vont pouvoir avoir... je suis en train de... par exemple, toutes les personnes qui ont ce NFT, de meilleurs clients, ils vont pouvoir avoir droit à des bons de réduction, ou alors ils vont pouvoir avoir droit, par exemple, à, je sais pas, un burger gratuit par semaine. Mais par exemple, ouais, ça peut être intéressant pour des places de concert. Je crois qu'il y a Ken Kojandi qui a fait ça. En gros, d'ailleurs, c'est une des personnes qui crée l'énigme qui a gagné la chasse. En gros, il a sorti son album, et à l'intérieur, il avait une énigme, une grosse énigme. Et en fait, la personne qui trouvait l'énigme en premier gagnait un NFT qui avait accès à tous les concerts, backstage, il aurait été crédité dans tous les projets, il aurait eu le numéro perso de Ken Kojandi, enfin bref, il aurait vraiment eu tout un truc grâce à ce NFT. Et donc ça aurait certifié que la personne qui a ce NFT, elle peut avoir tout ça justement. Le menu affiché au-dessus du comptoir, les burgers en NFT, pas du tout. Pas du tout, ça sert à rien. À quoi ça servirait d'avoir un menu en NFT justement? En fait, les NFT, c'est pas seulement des images. Bon, forcément, il y a des images et tout, mais ça, c'est plus au niveau de l'art. C'est comme, en fait, si tu mettais ton... J'ai envie de faire l'analogie, en fait, si tu fais un petit peu... Si tu mettais ton menu des burgers en NFT au-dessus du comptoir, c'est comme si tu mettais un cadre super beau, super joli et tout, doré et tout, peint par un grand artiste, genre un Picasso et tout, mais c'était ton menu burger. Alors certes, c'est prestigieux, c'est cool d'avoir ça parce que ça a coûté cher, ça a mis du temps à être préparé et tout, genre comme tableau, mais en soi ça a aucune valeur, ça sert à rien, tu vois. En fait, les NFT, c'est pas des images, c'est des certificats, si vous voulez. C'est des certificats numériques infalsifiables. En fait, il faut plutôt le voir comme ça, un NFT. C'est un certificat comme quoi cette adresse Solana, cette adresse EGLD, cette adresse Maillard, cette adresse ETH, cette adresse Polygon, enfin bref, peu importe, c'est un certificat. J'ai bien aimé l'idée de Mathéo d'offrir des cryptos pour vos proches à Noël. Ouais, c'est cool. C'est cool ça. En fait, si vous voulez, vous créez un wallet, par exemple à votre petite sœur, votre petit frère ou quoi. C'est très facile. Je vous invite à vous renseigner comment créer un wallet, comment le sécuriser et tout. Et derrière, vous mettez des crypto-monnaies tous les mois. Et du coup, bon, je pense que moi, aujourd'hui, si ma sœur, je lui fais ça, elle va dire « Mais pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, machin et tout. » Elle a 15 ans, je crois. 15 ans, ouais, c'est ça. Elle va dire « Pourquoi tu fais ça, ça sert à rien et tout. » Par contre, à 18 ans, si le Bitcoin a 1 million dans 3-4 ans, là, si Bitcoin a 1 million et que je lui ai offert 100 dollars de Bitcoin aujourd'hui,
je pense qu'elle sera plutôt contente de toucher cette petite crypto-monnaie-là. D'autant plus que dans 3-4 ans, je pense qu'on pourrait commencer à payer en crypto et tout sur certains sites. Ça serait potentiellement bien, hein. Je pense qu'elle va pas être dégoûtée, surtout si elle a plusieurs milliers en crypto. Je sais que Mathéo a fait ça pour ses frères et sœurs, et son frère, en faisant rien, genre Mathéo, il lui a offert genre 30-50 $ de crypto à chaque fois à Noël, à ses anniversaires et tout. Aujourd'hui, il a 1600 balles, je crois. Enfin, en tout cas, il m'avait dit ça, il avait dit ça en live, je crois. Genre, en gros, il s'est fait un capital comme ça, normal, sans que Mathéo se casse le cul et tout, en crypto-monnaie en plus et tout. Et donc, du coup, bah, ça le permet d'investir et tout. Enfin, voilà. C'est super intéressant. Pas simple de faire comprendre l'intérêt de ces cryptos à son entourage proche. J'ai presque réussi pour un pote. Ça leur fait peur quand même. Ben ouais, ça leur fait peur parce qu'ils connaissent pas. Voilà. Ils connaissent pas et du coup, ils voient être crypto-monnaie. C'est de l'argent qu'on peut pas toucher et tout. Et voilà. Mais si. En fait, j'avoue que c'est compliqué, j'avoue que c'est très compliqué, mais s'ils s'y intéressent, s'ils écoutent des podcasts, si tu essayes de leur expliquer un peu mieux et tout, de faire à ta manière et tout, tu peux y arriver. Tu peux y arriver et leur faire comprendre l'intérêt des crypto-monnaies. Voilà, crypto égale scam, oulala. Ah oui, donc ils peuvent le faire de manière légale, oui, tout à fait. Tout à fait. En revanche, s'ils fraudent sur un exchange de crypto-monnaies qui disent qu'ils ont 18 ans alors qu'ils n'ont pas 18 ans, et qu'ils essayent de falsifier des cartes d'identité et tout, c'est illégal, parce qu'en soi, ils ont falsifié des documents officiels. Mais en revanche, si c'est un majeur qui le crée, et qu'ils ont juste un petit wallet comme ça, de crypto-monnaie, et voilà, c'est avec de l'argent qui a été déposé par un majeur, normalement c'est bon. Ça compte comme une transaction, et voilà, c'est tout. Et d'autant plus qu'il reste toujours en crypto, parce que sur un wallet, tu peux pas mettre de l'argent, des euros par exemple, et étant donné qu'ils restent en crypto, ils ont pas de taxes à payer, quoi. Alors il y a Daniel qui nous dit: commence simplement par leur dire que la crypto est d'abord et avant tout une alternative au système bancaire. Exactement. C'est une alternative au système bancaire. C'est pas en mode on n'est pas là pour écraser tout le monde, on n'est pas là pour faire du scam sur tout le monde, on n'est pas là pour faire des arnaques, on est là pour avoir une alternative et éviter d'être dépendant des banques. Parce que demain, il y a une grosse crise en France, en Europe ou quoi, l'euro il perd toute sa valeur, tu ne peux plus retirer ton argent en banque parce que oui, faut pas croire, hein, les banques elles ont pas des centaines, des milliards de billets, hein, c'est juste des distributeurs de billets. Si demain tout le monde veut récupérer son argent en banque, je suis pas sûr que ça vous y arriverez, hein. Alors pourquoi aujourd'hui 1 euro égale 1 euro? Tout simplement parce qu'on s'est dit, bouteille de shampoing, 2 euros. Demain, cette bouteille de shampoing, elle est à 4 euros. Normalement, si tout se passe bien, dans un monde où tout se passe bien, tous les prix du magasin augmentent x2, étant donné que la bouteille de shampoing a fait x2 aussi. Par contre, l'euro, il va rester toujours 1 euro égale 1 euro. Et votre salaire va x2 aussi. je sais pas comment... En fait, j'ai du mal à vous expliquer, mais si demain, par exemple, on vous dit la bouteille de shampoing, elle vaut 4 d'une crypto-monnaie, par exemple 4 ETH. Bon, allez pas voir le prix de l'ETH parce que c'est complètement aberrant, votre bouteille de shampoing elle va coûter 16 000 balles, mais si votre bouteille de shampoing elle fait 4 ETH et que tout le magasin est en ETH, alors à ce moment-là, ça servira plus à rien de comparer avec les prix en euros. Genre, si on était tous payés en crypto-monnaie et qu'on s'alignait avec des prix en crypto-monnaie, étant donné qu'il n'y aurait pas d'inflation sur la crypto-monnaie, les prix resteraient les mêmes à vie, complètement à vie. Enfin, ça dépend, il y a certaines crypto-monnaies qui ont de l'inflation. ETH, il est encore inflationniste, même s'il tend à être déflationniste. Déflationniste, ça veut dire que la valeur, enfin la supply, c'est-à-dire le nombre d'Ethereum, diminue d'année en année sur cette plateforme qui cherche à concurrencer Steam, pardon. Et là-dessus, vous allez avoir des UOS qui vont vous permettre d'acheter des jeux, des atouts dans certains jeux, qui vont aussi vous permettre de pouvoir revendre aussi ces jetons, revendre ces trucs à des jeux. Et par exemple, une bonne analogie, vous jouez à un jeu, vous gagnez un item super cheaté et tout, il n'y en a que un dans la blockchain, il est sous forme de NFT, comme je vous disais tout à l'heure, les certificats numériques. La plateforme, la blockchain certifie que cet objet est unique, il est ultra cheaté, pardon. Vous allez pouvoir le revendre sur une marketplace à des personnes. Vous faites monter les enchères, et là peut-être que vous allez pouvoir vous faire 1000, 2000, 3000 euros grâce à ça. Et le fait que ça soit un NFT, il prouve qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire. Voilà. Si tout le monde joue à la place de travailler, comment va tourner le monde? Tout le monde ne jouera pas à la place de travailler. Par exemple, personnellement, moi, je sais que je vais pas jouer. Je sais que je vais travailler, je vais vouloir améliorer des trucs. Ça, c'est pour une minorité. Donc t'inquiète pas. Le monde ne va pas se transformer en full gamer. Mais c'est vrai que dans les pays pauvres, en fait, les gens vont pas se mettre à jouer, c'est simplement les pays qui vont changer. En fait, faut voir ça comme ça. La valeur du travail, tout à fait. En fait, c'est juste les pays qui vont se dire, bah tiens, il y a beaucoup de gens qui se font des meilleurs salaires, merde, il faut qu'on mette plus de moyens et tout, et c'est les pays qui vont changer leur manière. Et il faut pas que ce soit les pays... Ou alors, si c'est des dictatures, ils vont dire, bah non, vous arrêtez de jouer, c'est illégal maintenant. Ça, ils peuvent le faire aussi. Mais ça serait triste, ce serait très triste. As-tu une stratégie crypto? Par exemple, je mets 40% en DCA à long terme, et 20% pour trader. Ouais, c'est une bonne stratégie, ça. Ouais, c'est une très bonne stratégie.
Le DCA, de toute façon, c'est une des meilleures stratégies. Pour ceux qui connaissent pas, pour tous les débutants qui nous écoutent encore, le DCA, en fait, c'est simplement investir une somme fixe tous les mois sur un actif ou plusieurs actifs. Par exemple, le Bitcoin. Vous investissez, vous vous dites, ok, tous les 15 jours, je mets 50 € sur Bitcoin. Comme ça, tous les mois, j'investis 100 € sur le Bitcoin sans me faire chier. Et donc, par exemple, tous les dimanches à telle heure, hop, je vais investir 50 $. Et donc, comme ça vous lisse votre achat, voilà, 25 balles par semaine, voilà, c'est ça. Moi, le DCA que je préconise, c'est pas de faire à une date fixe, mais plutôt à un pourcentage de baisse. Par exemple, vous commencez votre DCA aujourd'hui. Demain, ça fait moins 20%, vous rachetez beaucoup. Demain, ça remonte de 15%, vous achetez pas, vous attendez, jusqu'au jour où ça rebaisse par exemple de 5 ou 10%. 5 ou 10%, bah voilà, vous remettez un petit billet, etc. Et là, comme ça, vous allez acheter déjà sur les meilleurs points d'entrée, sur les plus bas, et en plus, vous allez faire des gains au fur et à mesure. Alors que si vous achetez à des dates fixes, c'est possible que vous achetiez sur les plus hauts, et là, ça peut être compliqué pour vous. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, la semaine prochaine, on s'organise, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'émission un peu débutant, etc., où je vais vous expliquer la blockchain, et même pour les personnes qui sont là depuis longtemps, ça peut être intéressant. Ouais, on va faire ça, une émission spéciale débutant, et pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur le chat, mettez un petit rappel tous les lundis matins. De toute façon, je pense que je vais mettre maintenant des nouvelles notifications, comme ça vous saurez quand il y a crypto le matin et quand c'est pas crypto le matin. Et on va mettre des petites notifications. Followez la chaîne, comme ça tous les lundis matins à 9 h vous serez au courant dès qu'il y aura le stream. Donc, et pour tous les nouveaux, j'espère que vous serez contents dans les crypto-monnaies et que vous arriverez à investir et qu'on arrivera justement à vous amener dans la démocratisation des crypto-monnaies et tout, dans cet univers qui est absolument fabuleux. Donc voilà, on va juste finir sur du coup le mot de la fin. Et je voulais vous dire, du coup c'est important aussi pour les personnes comprennent ça, donc le mot de la fin c'est un petit peu ce que j'ai appris cette semaine et ce que j'aime bien partager comme valeur au niveau de la crypto-monnaie et tout et des investissements. Ce que j'ai appris cette semaine c'est que le long terme c'est plus important que le court terme. En fait, j'ai remarqué sur Twitter cette semaine et tout, avec le crash et tout des crypto-monnaies, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient salées en ce moment sur Twitter. Beaucoup de personnes étaient salées en mode qui crachait sur Crypto Future parce qu'il avait dit que ça allait monter et du coup ça n'a pas forcément monté, mais comme je vous dis, le plus important c'est pas d'avoir raison mais d'avoir un scénario dans les deux cas. Donc dans les deux cas que ça monte ou que ça descende, il faut avoir un scénario et donc être gagnant dans les deux cas, et c'est ce que Matteo arrive à faire, même s'il est plus bullish que bearish, il a un scénario dans les deux cas et il arrive à être gagnant dans les deux cas. Et donc voilà, c'est ce que je pensais, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui sont très salés sur Twitter, beaucoup de haine sur les réseaux sociaux et tout, parce qu'ils voient au court terme. Et quand je dis court terme, c'est pas 1 ou 2 mois, parce que, enfin, c'est pas court terme, c'est pas genre 1 ou 2 jours, c'est 1 ou 2 mois. Pour moi, 1 ou 2 mois, c'est du court terme, parce que les crypto-monnaies, c'est tellement une technologie qui est en expansion de jour en jour, que en 1 à 2 mois, ça peut tellement changer que genre enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, voyez au long terme, voyez sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même limite peut-être, je sais pas, mais voilà. Et pour les personnes qui voient de 1 à 2 mois ou même qui voient à très court terme, genre en semaine, enfin franchement c'est comme ça qu'elles ont de la haine et qu'elles sont dégoûtées des crypto-monnaies. Pour toutes les personnes nouvelles qui arrivent sur les crypto-monnaies, je vous invite vraiment à regarder au plus long terme. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus sur le fondamental, je vous invite à aller voir, il y a plein de vidéos sur YouTube, notamment Asher qui fait beaucoup de fondamental, qui explique plein de projets et tout, qui présente plein de projets. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé durant ce live, je parle aussi très vite, mais voilà, je voulais vous finir sur ce petit mot de la fin. Merci à tous pour tout le kiff que vous m'avez donné durant ce live, pour toute la force. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Sur ce, j'espère que vous aurez kiffé le live, et à la semaine prochaine tout le monde. Salut.